Et bonjour à toi. Alors la dernière fois, dans notre dernière vidéo, nous avions abordé le rapport à la mémoire qu'entretient la langue franco-provençale, les groupes de patoisans, on en avait discuté, on avait lu un texte aussi de Villefranche, qui n'est pas savoyard mais qui est lyonnais, et qui abordait en 1800, dans les années 1890, la perte sociale de son patois, et on avait vu un petit peu cette éternelle question du coup de est-ce que le patois est une langue morte ou pas, etc. Bon, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est surtout une affaire de discours et c'est pas vraiment une affaire de réalité sociale. Voilà, la réalité sociale actuelle et contemporaine en Savoie du patois savoyard, c'est que c'est aujourd'hui en fait une langue d'association et aussi un petit peu une langue de l'intime, voilà, qui est parfois ressortie de temps en temps, voilà, rarement en fait, hein, mais quelquefois dans le monde intime de certaines personnes plus âgées. Aujourd'hui, on va aborder ce qui va plus concerner la jeunesse, ce qui va concerner aussi les néolocuteurs et ce qui va concerner le regain d'intérêt pour le patois, ou plus précisément pour l'arpitan. Là encore une fois, on parle de choses qui sont peu ou prou les mêmes choses, hein, on va dire, en tout cas c'est le même monde, mais j'utilise différents mots, franco-provençal, arpitan, etc., parce qu'on a différents groupes sociaux, qui vont utiliser différents mots. Donc si jamais vous ne l'avez pas déjà vu, je vous encourage dès maintenant à aller voir la vidéo précédente, parce que là, on va envoyer. Donc bon, comme vous le savez, comme j'en avais déjà parlé aussi dans une autre vidéo précédente, le patois n'a pas toujours été une langue orale, hein, le patois a aussi été une langue écrite. Donc depuis le Moyen-Âge, dans le monde lyonnais, où le franco-provençal, le vieil arpitan, si vous voulez, est déjà écrit notamment par Marguerite Douin. Ensuite, on va avoir donc durant la Renaissance en Savoie, où on va retrouver Nicolas Martin et les premiers écrits du dialecte savoyard. Et on a encore des écrits sporadiques à différentes périodes, etc., de littérature en savoyard ou en patois, enfin des fois les appellations changent. Mais en tout cas, la plupart du temps, effectivement, on a un vernaculaire oral, une langue vernaculaire orale qui est très très présente dans la vie des gens, et c'est souvent à ça que les gens pensent quand on parle du patois. Et au 19e siècle, vers 1830, on commence à avoir des collectes qui sont opérées de façon plus importante et une dialectologie moderne, contemporaine, qui commence à se créer en Suisse. Et progressivement, du coup, on va avoir aussi la Savoie qui va entrer là-dedans. Donc, on a les premières collectes importantes qui vont notamment arriver dans les années 1860, un peu après l'annexion de la Savoie. Et le Val d'Aoste va aussi être touché par ce phénomène-là. Fin du 19e, on a Ascoli qui va utiliser et créer le terme de franco-provençal, qui est à l'origine un terme de travail, hein. C'est-à-dire que lui, il ne sait pas vraiment comment appeler cette langue. Visiblement, les gens, ils se réfèrent à leur langue, alors soit avec le terme donc patois du village, mais pour lui le patois du village doit être déplacé, ça doit être plus grand, soit avec le terme de leur entre guillemets région ou de leur pays, de leur ancien état, comme par exemple la langue savoyarde, et pour lui c'est aussi encore plus grand que ça, donc il faut un terme. Et à ce moment-là, bon, il regarde au nord, il voit qu'il y a le franc-comtois, le français et tout ça. Il regarde au sud, il voit qu'il y a la langue provençale, parce qu'à cette époque-là, le terme provençal prédomine par rapport à celui d'occitan. Et du coup, il va dire, bon, bah, c'est ce qu'il y a entre le français, le provençal, franco-provençal. Et donc, toute cette dialectologie va notamment fonctionner par des systèmes épistolaires. On va avoir des scientifiques, des linguistes plus ou moins renommés qui sont souvent dans une structure pyramidale tout en haut de la pyramide, et ils vont travailler avec des personnes qui sont pas toujours des linguistes très chevronnés ou qui vont être des linguistes amateurs. On a un certain nombre d'ecclésiastiques qui vont passer par là. Enfin, on a beaucoup de monde, on va dire, hein, des petits penseurs régionaux
canaux, etc. Et du coup, à ce moment-là, on a vraiment une action qui est opérée par des gens qui sont à la fois des sortes de, effectivement, petits linguistes qui appartiennent à la petite bourgeoisie locale, etc., ou la petite élite locale des différentes localités où ils sont, et qui vont travailler sur cette question du patois, etc. Et s'opère donc, comme je disais dans la dernière vidéo, une transformation. On passe de langue vernaculaire pratique qui sert dans la vie du quotidien à une langue qui, pour la population concernée qui se réduit drastiquement, va servir d'outil mémoriel pour se souvenir du passé, pour s'en servir comme d'un patrimoine. Voilà, ça devient un patrimoine. Simultanément, chez les scientifiques, il y a aussi une autre utilité. Voilà, pour eux, c'est pas juste l'histoire de se remémorer le passé, même si eux-mêmes peuvent faire partie des villages qui vont étudier, etc. Et ils ont quand même une implication émotionnelle là-dedans. Hein, voilà, c'est factuel. Ils l'écrivent et ils se positionnent souvent sur ces questions-là dans les préfaces et les introductions de leurs livres, de leur grammaire, de leurs monographies. Là-dessus, j'ai l'exemple qui me vient en tête du chanoine Rattel, qui va travailler sur sa monographie sur le patois de Saint-Martin-de-la-Porte, donc Saint-Martin-de-la-Porte qui est une commune en Maurienne. Dans cette introduction, il va, comme toujours, s'épancher, comme je vous le disais, sur voilà, le village, les choses changent et tout ça, donc c'est toujours très intéressant de lire ça documente effectivement les changements de la commune, mais il va aussi donner une utilité d'éducation en fait autour du patois. Il va dire en effet ça peut servir aux futures générations d'éducateurs, hein, de professeurs dans les écoles et d'instituteurs, parce que grâce à ça ils vont pouvoir repérer le patois, comment les élèves vont faire telle ou telle erreur, etc. En fait c'est à cause du patois qui fonctionne comme ça, la syntaxe fonctionne comme ça, ils calquent la syntaxe du patois sur le français, donc ça leur provoque telle ou telle erreur. Donc c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, effectivement, il constate la fin du patois, enfin, ce qui pour lui est la fin du patois, etc. Mais il donne aussi tous les outils, ou du moins il prétend donner des outils pour permettre un meilleur passage au français pour les élèves, voilà. Et comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, il y a un rapport d'oppression quand même autour de la question de l'éducation nationale et de l'école, hein, qui est dans un processus d'acculturation des populations rurales savoyardes, voilà, qui les font rentrer dans la nation française, voilà, qui leur donne une culture considérée comme plus légitime, sans pouvoir la leur donner complètement, parce que la culture légitime est toujours calquée sur la culture de la bourgeoisie, et quand la bourgeoisie sent que les masses commencent à avoir la même culture qu'elle, elle fera toujours évoluer sa culture en avant pour que les masses soient toujours en retard. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, si on veut. Bref, excusez-moi, j'étais pas censé rentrer dans les détails sur ce genre de choses-là. Après, on va me demander de sourcer. Non, bon, je ferai peut-être des vidéos sur ce sujet-là en détail. Vous focalisez pas là-dessus. Mais toujours est-il que, effectivement, voilà, il y a cet argument-là, et il y a une position un peu particulière du monde scientifique qu'on peut commencer à déceler, hein, qui n'est pas toujours pour en fait la réactualisation de la langue franco-provençale ou patoise, comme il l'appelle à ce moment-là. Hein. Il ne souhaite pas en fait que cette langue continue. Ils constatent sa mort, ils sont là, oh c'est dur, etc. Mais on est toujours un peu dans ce rapport où bah, c'est peut-être pas si mal, on passe au français, c'est pas trop mal, etc. Et donc oui, là, on est dans les années, on est en 1958 là, chez le chanoine Rattel. De la même façon, durant cette période-là, et durant un long moment d'ailleurs, dans le monde savoyard, une des grandes figures, ça va être Gaston Tuaillon. Avant lui, ce sera aussi Marius Idry, qui seront des personnages importants, on va dire, de la vie culturelle, du patrimoine, de la langue et toutes ces choses-là. Et on a affaire aussi à des personnes qui ont la réputation d'avoir été résistants. Donc comme je l'avais dit les fois précédentes, j'ai pas réussi encore à trouver vraiment de sources précises sur
leur vision politique, etc. et des choses, mais par contre, je peux vous dire que sur leur cas à eux, ils ont quand même une certaine réputation qui n'est pas toujours positive. Donc là, c'était ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Je vous fais un petit retour aussi d'expérience personnelle. Pour le cas de Gaston Tuaillon, il était réputé comme quelqu'un d'assez gaulliste en fait, hein, parce que de ce que je sais, il aurait participé à la résistance, comme on disait, et voilà, il a cette réputation-là, il a parfois, alors ça non plus, je sais pas si c'est totalement vrai, mais j'ai eu des patoisans qui m'ont dit qu'il était passé dans leur village pour aller chercher des goitreux, donc des personnes atteintes de la thyroïde, à une période où c'était réputé comme étant une maladie qui relevait de la consanguinité et qui serait passé pour faire une étude et qui aurait été renvoyé loin d'ici, etc. Enfin, en gros, il passait un petit peu comme pour un scientifique qui était un petit peu indiscret sur ses questions et ses façons de faire avec les populations locales. Et donc ça, en tout cas, c'est une réputation qui, encore aujourd'hui, a l'air de lui coller un petit peu à la peau. Moi, c'est ce que je constate. Après, toujours attention, on parle de sujets qui sont compliqués, comme je disais, il y a le rapport avec l'école, avec les personnes éduquées, etc. dans ce milieu-là, et on peut rapidement se retrouver dans des mécaniques de ressentiment envers des universitaires, envers des personnes qui ont reçu une certaine éducation, et c'est quand même quelque chose qu'on retrouve, et c'est toujours un peu un genre de brouillard, et c'est difficile de distinguer le vrai du faux. Donc là, je vous fait un retour sur l'ambiance, sur ce qu'on entend dans ces milieux-là, mais il ne faut pas le prendre nécessairement comme argent comptant, d'accord ? Quand je vous dis ça, je vous dépeins un univers, voilà, que tout le monde ne connaît pas, mais il y a un ressentiment quand même. Il y a un ressentiment vers l'école. Sans citer, mais j'ai des connaissances toujours dans le monde patoisant qui ont par exemple écrit des textes qui étaient plutôt anti-école. C'est pas quelque chose de rare du tout. On a donc une première dichotomie, si on veut, entre ces deux groupes qui se retrouvent à collaborer, à s'influencer tous les deux. D'un côté, un monde de lettrés, d'universitaires de province, qui vont étudier la langue, etc., et qui ont un certain rapport de curiosité, mais aussi un petit peu un rapport, comment dire, qui est presque d'une forme de domination, parce que d'un côté, on est aussi en train de participer en faisant ça, ou du moins on prétend participer en faisant ça à la fin du patois. Et d'un autre, on va avoir le groupe des patoisans, non lettrés, non universitaires, qui se forment au cours du 19e et du 20e siècle, et qui, eux, ont ce rapport mémoriel au patois et à toutes ces choses-là. Et on peut aussi faire un détour, sortir un petit peu du monde franco-provençaliste de cette époque-là, et aller dans les années 60-70 surtout, du côté du monde occitan. Parce que là-bas, il y a des choses qui vont clairement se passer. Et je vais vous citer une chercheuse qui s'appelle Natalia Bichurina, qui a fait un article très intéressant sur la question, sur lequel je me base pour cette vidéo, pour ce podcast même. Écoutez donc. C'est dans Le franco-provençal et la langue arpitane, aux origines des divisions concurrentes de l'espace linguistique et sociopolitique, qui a été publié en 2016. En France, le climat intellectuel de l'époque est caractérisé par un ensemble d'événements. La fin de la guerre d'Algérie en 1962, les manifestations étudiantes de 1968, le choc pétrolier de 1973 qui a marqué la fin de la période d'expansion économique constante, connue comme les 30 Glorieuses. La guerre froide et l'espoir d'une révolution communiste en France, dont 2 des 3 partis de l'époque étaient de gauche, les 3 partis majeurs, le PS et le PC. On voit alors émerger en France un nouveau débat sur le colonialisme intérieur et la régionalisation, avec l'intensification des tensions au sein de certains groupes régionaux tels que les Basques, les Occitans, les Corses et les Bretons. Les débats qui surgissent en France se répondent aussi en Italie. Comme en France, le début des années 1970 marque en Italie la fin du miracolo economico.
le miracle économique des années 1960, ce qui met en crise les institutions de l'État. Le discours portant sur le colonialisme intérieur s'y répand et les minorités ethniques deviennent à la mode. C'est le moment où, dans les études de langue minoritaire, on voit émerger l'approche qui vise à étudier les pratiques linguistiques dans leur globalité, comme pratique sociale et partie intégrante dans les processus sociétaux contemporains, et non pas uniquement sur le plan structurel de la langue, dans l'expression des derniers locuteurs devant le dialectologue. Soulignons que dans le domaine académique, il ne s'agit pas d'opposition de deux approches, mais de leur complémentarité, notamment une sociolinguistique dite occitano-catalane, périphérique, ou des cercaire natio, des chercheurs natifs, se développe, qui visent à étudier les rapports de pouvoir et de domination dans la société. Sur l'émergence de cette approche et des racines sociopolitiques et socioculturelles, lire Lagarde 2012 et Costa 2016. Ces études visent non pas tant à reconquérir l'occitanophobie pour elle-même, qu'à libérer une parole condamnée socialement. Citation de Lafont 1971, lorsqu'il fait référence au fameux slogan de 1968 « Homedo, extrait à la parole, parle ». Homme doc, tu as le droit à la parole, parle. Par ailleurs, le chercheur est implicitement impliqué. Le sociolinguiste occitan se trouve dans la nécessité d'affirmer son implication dénonciatrice dans le processus, nous dit Lafont en 1984. Rien de semblable n'a jamais émergé dans les études du franco-provençal. Si l'on essaye de savoir pourquoi, la réponse est probablement à chercher en vallée d'Aoste. En effet, comme dans plusieurs petites communautés, les élites de la vallée d'Aoste étaient un petit groupe composé des mêmes individus ayant plusieurs rôles dans la société. Ainsi, les mêmes personnes avaient le pouvoir législatif. Par exemple, le parti au pouvoir était le même depuis l'autonomie de la région en 1946. Le pouvoir exécutif chargé de la langue, le BREL par exemple, le bureau régional pour l'ethnologie et la linguistique, et était à la tête d'une association scientifique travaillant sur le franco-provençal et l'ethnologie alpine, le centre d'études franco-provençal René Villien, ainsi que par exemple de l'association valdôtaine des archives sonores et la fédération valdôtaine di Teatro Populaire, donc la fédération valdôtaine du théâtre populaire. On a encore d'autres exemples comme celui-ci. Or, les études des rapports de domination dans la société ne pouvaient pas émerger là où les chercheurs incarnaient eux-mêmes le pouvoir de domination. Les études scientifiques sur le franco-provençal sont donc restées limitées à la collecte de données sur les patois destinés à disparaître. Simultanément, la vallée d'Aoste étant une des régions les plus riches d'Europe, les carrières académiques des chercheurs travaillant sur le franco-provençal en France étaient liées aux élites valdôtaines. Quant à la Suisse, plusieurs problèmes sociétaux existant ailleurs dans le domaine franco-provençal y étaient simplement inexistants, les fermiers suisses ayant toutes les possibilités de parler pour eux-mêmes. Cependant, les idées qui étaient dans l'air sur le colonialisme intérieur et les rapports de domination dans la société ont trouvé un sol fertile dans le domaine franco-provençal, ne pouvant pas être abordées par la communauté scientifique, elles ont été intériorisées par les groupes dominés même. Dès ce moment, à côté de la science officielle, apparaît une linguistique du ressentiment. Alors c'est un terme de Serio qu'il définit en 2008. Les promoteurs de ce qu'on peut appeler une linguistique du ressentiment se sentent rejetés par la science officielle, ce qui renforce en eux la théorie du complot du silence, et le sentiment que, si leurs idées sont repoussées, c'est la preuve qu'elles sont vraies. On a donc ces deux camps qui s'opposent. D'un côté, on va dire les gens un peu plus populos, les patoisans, les locuteurs de la langue qui sont non lettrés, et les lettrés, les universitaires de l'autre, et qui, dans le domaine franco-provençal, sont quand même empêtrés dans une position de pouvoir un peu, problématique, pour pouvoir étudier clairement les rapports de domination, comme on le disait juste avant. Et c'est là-dedans donc que va se développer une nouvelle idéologie autour de la langue qui sera
qui arrivera en fait avec son nouveau nom, l'Arpitan, qui vient d'un constat, le constat que pour le franco-provençal, en fait, on n'a pas de dénomination du territoire sur lequel le franco-provençal est parlé. Et de là, on va avoir un personnage qui va émerger dans les années 1970 et surtout en 1973, qui sera José Henriet, qui va créer le terme donc d'arpitan à la fois pour désigner la langue, mais aussi les locuteurs de la langue. Alors souvent on dit arpitanophone, mais lui il va dire arpitan. Et arpitania ou arpitanie qui va désigner l'ensemble du territoire arpitan. Alors à cette époque-là, il utilise un H devant le mot arpitan et arpitania. Ce H va progressivement tomber, mais voilà, si jamais vous tombez sur des documents de l'époque, ce H est là. Il va aussi demander à ce qu'il y ait une standardisation de la langue, donc on va avoir une première graphie standard développée par Henriet au Val d'Aoste, parce que tout ça se passe au Val d'Aoste. Et tout ceci est aussi alimenté par un autre penseur qui, lui, n'est pas du tout du monde alpin, qui vient plutôt du côté des Pyrénées, qui va être Federico Sagredo. C'est une personne qui a participé notamment à la standardisation du basque, de la langue basque, et qui va intégrer l'ETA, donc l'organisation indépendantiste basque, qui va mener notamment des actions de résistance violentes contre Franco en Espagne. Et cette personne va donc se réfugier au Val d'Aoste pendant une année entière, et c'est là qu'il va y avoir un échange assez fort avec José Henriet. De même vient se structurer un mouvement politique durant cette période-là, donc qui est souvent connu sous le nom de Arpitania, mais qui va aussi avoir un nom plus complet, sur lequel on va revenir juste après, qui sera Arpetania ethnocratica libre. Donc Arpitanie ethnocratique libre. À ce moment-là, on se concentre du coup sur une forme de construction nationaliste en fait, d'un mouvement qu'on pourrait qualifier de romantique, naturaliste, un petit peu comme au 19e siècle, assez classique. Donc en gros, il y a une langue, donc il y a une ethnie, donc il y a un peuple, donc il y a une nation, donc elle doit avoir son territoire, et on est un peu dans cette construction-là. Mais en même temps, le mouvement Arpetania va aussi adopter un discours sur les populations arpitanes, selon lequel effectivement on a affaire à des populations qui sont divisées entre plusieurs États, et que c'est quand même une opportunité, on va dire, d'échange entre la France, la Suisse et surtout l'Italie. Même si voilà, on va dire que il y a ces discours qui vont coexister dans cet univers-là, quoi. Pour revenir sur l'adjectif ethnocratique, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors visiblement c'est un néologisme que je n'ai retrouvé que là, donc je pense que c'est Henriet lui-même qui l'a créé, mais en tout cas le terme ethnie est un terme qui revient énormément dans cette décennie 70-80. À côté d'eux, alors j'ai pas encore réussi à voir s'il y avait eu des échanges particuliers qui s'étaient faits entre ces deux mouvements-là, mais on a aussi par exemple le PNO, donc le Parti National Occitan, qui sera fondé par François Fontan, et François Fontan qui développera une idéologie qui s'appelle l'ethnisme. Alors c'est ce groupe d'idéologies qui se ressemblent un petit peu toutes, qu'on retrouve donc chez Sagredo dans le Pays Basque, qu'on retrouve chez Fontan dans le monde occitan, et chez Henriet dans le monde arpitan, vont être des idéologies qui vont très souvent refaire les frontières. On a une grande importance donnée à la carte et à la langue minoritaire. Il y a cette idée qu'il faut un retour, en fait, que la vraie nature de l'homme du pays se trouve dans cette
cette langue minoritaire à laquelle il doit revenir, qu'il doit quitter le français, l'italien et l'espagnol qui le dominent. Et en même temps, on a affaire à des personnes qui ont quand même, si vous me le permettez, une sorte d'ADN de gauche, on va dire, du point de vue idéologique. C'est-à-dire que du côté de ces différentes organisations, il n'y aura pas d'association, du moins durant cette période, avec l'extrême droite. Mais Henriet va assez rapidement, lui et son mouvement, avoir des dérives plus droitières. On retrouve effectivement une alliance avec la Ligue du Nord qui se fera plus tardivement. Après ça, l'alliance sera stoppée. Mais durant cette période, le mouvement Arpitania va d'ailleurs refiler un de ses symboles, donc la rosace arpitane, qui sera repris par la Ligue du Nord pour son image fantasmée du pays de la Padanie, donc tout ce qui se trouve autour de la plaine du Pô, qui est une construction pseudo-historique assez récente. Et il va aussi y avoir plusieurs accusations sur Henriet parce qu'il a utilisé une croix celtique sur un de ses ouvrages. Donc les membres du mouvement Arpitania s'en défendent jusque sur Wikipédia en arpitan d'ailleurs, parce que ça se voit clairement que c'est eux qui ont écrit l'article en arpitan. C'est assez drôle à lire parce qu'il y a littéralement un plaidoyer pour José Henriet là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il y a eu ces choses-là qui se sont passées, et placer Henriet politiquement sur ces questions-là, bon, à titre personnel, j'estime pas que on a affaire à une idéologie extrêmement bien construite, et aujourd'hui, comment dire, c'est un petit peu dépassé, parce que d'un côté on a la nouvelle droite qui en France, en Italie et en Allemagne fait ses propositions sur une Europe nationaliste et fédérale, et les courants régionalistes de gauche sont encore en place à différents endroits. Le PNO ne s'est pas allié avec l'extrême droite, en tout cas pas à ma connaissance, je ne le connais pas en détail, mais pas à ma connaissance. Visiblement ils ont refusé certains groupes de ce que j'ai vu récemment, mais voilà, on a du coup cette sorte de dichotomie qui existe. On a tous ces débats-là. Voilà, je voulais pas vous présenter le mouvement Arpitania juste sur la période des années 70, parce qu'effectivement, il y a eu des évolutions et il y a des choses qui ont été assez discutables. Voilà, je voulais pas vous laisser complètement désemparés. En tout cas, la question de la lutte des classes est très présente dans ces différents groupes, que ce soit le PNO, que ce soit, bon alors l'ETA, c'est carrément le cas, et que ce soit Arpitania en fait. On a un mouvement Arpitania qui, à ce moment-là, se structure en copiant un petit peu la structure des mouvements basques, en fait, un mouvement souterrain, etc. Il y a des grands tags qui sont affichés, des drapeaux, un drapeau de l'Arpitanie qui est créé à ce moment-là, qui va encore évoluer pour donner le drapeau avec la rosace qu'on connaît aujourd'hui. Et on a, durant cette période-là, aussi toute une création artistique très très importante, et un militantisme culturel et linguistique qui est vraiment très important, et dont on est les héritiers aujourd'hui quand on se dit arpitan ou arpitanophone. Ça ne veut pas dire que les arpitanophones aujourd'hui ont les mêmes positions nationalistes que Henriet en son temps, parce que je pense que déjà il y en a un certain nombre qui n'ont pas conscience de toutes ces choses-là. On en a un certain nombre aussi qui n'ont conscience de la question des minorités et de cette idéologie ethniste quand
qu'en surface, si on veut, et qui ne sont pas allés chercher plus en profondeur d'où ça venait, est-ce qu'il y avait des problématiques, etc. Parce que c'est quand même des questions qui sont assez souvent assez discrètes en fait, c'est peu connu, surtout du côté français. Et il y a ce tropisme, notamment à gauche, de parler de la question régionale, de parler des oppressions. Et en effet, du côté des ethnistes, il y a quand même, voilà, vraiment on met côte à côte une lutte ethnique et une lutte de classe. Et on a ce discours sur la colonisation intérieure qui parfois dérive au point où on va mettre sur le même plan la colonisation en Algérie et la colonisation intérieure, par exemple, des populations comme la Savoie, la Bretagne et toutes ces choses-là. C'est une formulation, une vision du monde qui revient très souvent. Voilà, on a un peuple naturellement constitué qui vient se faire dominer par un autre peuple naturellement constitué. On a l'arrivée d'une sorte d'artificialité qui vient le dominer, etc. Mais voilà, on pourrait parler, en tout cas ça a eu un impact du point de vue artistique et du point de vue linguistique et du point de vue culturel qui a été assez important et qu'on retrouve aujourd'hui dans tout le monde arpitan sans que la question politique soit restée figée du coup dans cette vision ethniste, même s'il y en a qui peuvent avoir cette idéologie en fond. Pas vraiment beaucoup en France de ce que j'ai constaté. La plupart des gens qui sont engagés n'ont pas forcément ce mode de pensée-là, purement dérivé de celui de Henriet, purement ethniste. Mais voilà, malgré toute cette histoire-là, en fait, il est important de quand même dissocier un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de fossés de connaissances et de savoirs qui se sont creusés entre tous ces différents groupes d'arpitanophones. Moi, quand je suis arrivé, pendant plusieurs années, je parlais de la langue arpitane, je ne connaissais José Henriet que de très loin, voilà, comme le créateur du nom, et je connaissais pas du tout son idéologie. Et encore aujourd'hui, trouver même des sources produites par José Henriet, c'est pas forcément évident. Donc on a affaire à quelque chose d'assez discret en fait. Donc c'est assez difficile d'en parler clairement. Mais bon, si je peux vous conseiller un truc pour vous faire une petite idée, allez regarder le Wikipédia en arpitan qui parle de José Henriet et du mouvement arpitanien. Parce que là, il y a visiblement des choses qui ont été posées par certains militants contemporains. Ça peut être une source intéressante à traiter, mais à très clairement prendre avec de grosses pincettes. Donc bon voilà, pour arriver à une conclusion sur toute cette réflexion, ce qu'on pourrait dire c'est que très clairement il y a une influence politique sur le rapport à la langue en fait. Et que malheureusement la politique on n'en sort vraiment jamais. La langue va être utilisée socialement de façon vraiment très différente si on a affaire à un ethniste nationaliste arpitan, si on a affaire à un gaulliste légèrement jacobin, bien dans le nationalisme français, centralisateur et toutes ces choses-là. Si on a affaire même à un autonomiste valdotin qui a le contrôle sur qui est bien dans les organismes de contrôle du territoire, voilà, on peut jamais vraiment complètement en sortir. Donc moi mon avis personnel, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire par rapport à ça, c'est d'être un minimum honnête sur ses positions. De chercher à clarifier sa situation. Donc à titre personnel, je vais le faire tout de suite. Je ne suis absolument pas en validation de ce qu'a produit Henriet, mais par contre, je reconnais son importance historique dans le développement du mouvement. Je reconnais le fait qu'il a pu quand même montrer l'heure une fois dans la journée, quoi, ou même 2 fois dans la journée. Mais moi, à titre personnel, je me situe dans un courant qui serait beaucoup plus libertaire, voilà. Et je suis antinationaliste. Ma grosse référence sur la question, ça va être Rudolf Rocker. Et je
ne suis vraiment pas convaincu qu'un État arpitan soit souhaitable d'une quelconque façon. D'ailleurs, je suis pas convaincu qu'un État d'une quelconque façon soit souhaitable, mais bon voilà. Je suis avant tout pour la société civile et pour la construction de la société civile. Et dans ce contexte-là, par contre, je suis pour l'autodétermination culturelle, pour l'autodétermination linguistique, pour l'autodétermination religieuse, enfin toutes les autodéterminations que vous voulez. Ça doit être avant tout les choix des individus, et les individus se mettant en groupe, la société doit les laisser faire et leur donner les ressources qui leur reviennent pour mettre en place voilà, leurs associations, leurs groupes de parole, leurs groupes de production artistique et culturelle dans la société, tout simplement. Bon, voilà en conclusion, et dans les vidéos prochaines, on abordera du coup les différentes graphies et orthographes d'aujourd'hui en savoyard. On reviendra sur la graphie de Conflans, sur l'orthographe référence B, toutes ces choses-là. On pourra aussi revenir dans un prochain podcast, alors je sais pas qu'est-ce qui viendra en premier, on verra. On reviendra aussi sur la question des néolocuteurs, notamment donc cette division entre les patoisans et les arpitans, ces différents rapports à la pratique de la langue, et on parlera aussi des questions de néologie et toutes ces choses-là. Voilà. Bon, bah sur ce, Arvipa, j'espère que tout ça vous aura bien intéressé, et à bientôt. À bientôt. À bientôt.